fin de compte, on fait un binôme parce que comme j'y connais rien dans les ports et un petit peu en énergie, je me suis dit, il faut qu'on soit compétents tous les deux. Et inversement. Ouais, et inversement. D'où le binôme. Et du coup, comme François nous a un peu taquiné tout à l'heure sur l'énergie, je me suis dit que j'allais lui rendre l'appareil. J'ai noté qu'à Dunkerque, il n'y avait quand même pas beaucoup de soleil pour avoir un taux de rentabilité sur 25 ans de ces panneaux solaires. Donc, je te propose de venir me voir, comme ça on pourra éventuellement échanger. Euh, et puis, je suis aussi un ancien directeur de centrale nucléaire. Mais je vous rassure, j'aime toutes les énergies, puisque dans le cadre de ma présidence de Normandie Énergie, j'ai plaisir à débattre avec tous mes vice-présidents qui représentent chacune des filières. Et donc, on a appris finalement à admettre que chaque énergie a son importance. Et le problème de l'énergie, c'est que souvent, ce sont des gradeurs physiques qu'on ne maîtrise pas, mais on a tous un avis dessus parce qu'on paye sa facture. Alors, on voit bien ce que représente 100 km/h, on voit bien ce que représente 10 kg. Mais quand on dit, par exemple, 600 kWh, pour le commun des mortels, entre les watts et les wattheures, ça devient un peu compliqué. Donc, je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Pourquoi, finalement, le pétrole, c'est si bien, malheureusement. Et pourquoi, finalement, il va falloir s'en priver un peu à un moment donné. Donc, si vous faites du vélo et que vous regardez un champion du Tour de France pédaler et qui pédale à raison de 8 heures par jour pendant 365 jours, et qui fait 200 watts, c'est-à-dire que ceux qui font du vélo qui font 200 watts, c'est beaucoup, il va produire à peu près 600 kWh, ou dit autrement, 60 litres d'essence, ou dit autrement, au cours actuel, à peu près à 100 euros. Donc ça veut dire qu'un champion du Tour de France ne vaut pas plus que 100 euros quand on compare à la puissance énergétique d'un litre d'essence. Ça donne quelques références. Ça leur fera plaisir. Voilà. Donc ils sont, à mon avis, sans EPO. Et après, si derrière vous rajoutez le nombre de douches qu'ils vont prendre, plus toutes les bananes qu'il va falloir manger, je ne vous raconte pas le bilan total. Finalement, il vaut mieux prendre les 60 litres d'essence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'essence, il est très utilisé parce que, un, c'est facile à stocker, c'est facile à consommer, et c'est un rapport énergétique considérable. Alors maintenant, je vais continuer les analogies parce qu'on a parlé du solaire et tout, et après, on va arriver sur les ports. On va arriver sur les ports. Alors, si vous comparez, par exemple, 1 kg d'uranium pour faire 1 litre d'essence par rapport à la puissance énergétique, en fin de compte, il faut 16,7 millions de litres d'essence pour faire la même puissance énergétique qu'un kilo d'uranium 235, qui va être lui-même retraité à 95%. Donc, en gros, un truc de 10 cm sur 10 cm. Effectivement, par contre, il y a des déchets. Donc, on voit bien que dans le domaine de l'énergie, c'est compliqué. Et en continuant l'analogie, puisque si vous faites la même chose avec du solaire, il faudrait 90 km de panneaux solaires sur 1 km de large pour faire la même puissance qu'une centrale nucléaire. Donc sur l'écosystème, c'est assez moyen. Mais allons, soyons fous, prenons par exemple l'éolien terrestre. Il faudrait 800 km d'éoliennes toutes les 300 mètres pour faire la même chose. Et quand il n'y a pas de vent, vous n'aurez pas de puissance. Et c'est ce qu'ont fait par exemple les Allemands ou les Espagnols, c'est qu'ils ont mis des turbines à gaz derrière pour pouvoir compenser. Donc vous voyez, l'énergie, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ce qu'on a souvent tendance à dire entre l'ensemble des vice-présidents, c'est que chaque énergie a son utilité au bon moment. Et surtout, ce qui est important, c'est de se poser la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut protéger? Est-ce qu'on est sur un bilan économique? Ou est-ce qu'à un moment donné, on veut effectivement protéger la planète à travers le moins d'émissions de CO2? Et c'est le travail qu'on a essayé de faire tous les deux. C'était juste mon propos introductif, parce qu'on a quand même pas mal parlé d'énergie au début. Donc on a travaillé 4 domaines. Donc c'est être exemplaire, ah oui, il faut que je zappe, c'est le bon bouton. Voilà. C'est être exemplaire en matière d'alimentation à quai des navires et la qualité de l'air, c'est les sujets dont on a parlé. C'est produire de l'énergie in situ, allant jusqu'à l'hydrogène, et être acteur de la mobilité, parce que sur les ports, on fait un certain nombre de choses, donc on peut éventuellement se mouvoir. Et puis, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut être terre d'accueil de projets innovants, et tant qu'à faire, subventionner, parce qu'à chaque fois que vous transformez l'énergie, ça a un coût. Voilà. Et je finirai juste par une petite analogie pour faire réfléchir. Aujourd'hui, on importe à peu près 20 milliards de pétrole par an, donc à peu près 10 pour la mobilité lourde, 10 pour la mobilité légère. C'est un produit qui est taxé. Donc finalement, pour Bercy, c'est très intéressant de pouvoir l'importer, puisqu'il est taxé à 75%. Voilà. Si demain, on le remplace par l'hydrogène, c'est quelque chose de tout à fait facile, parce que techniquement, on sait le faire. C'est quelque chose qu'il va falloir subventionner à un moment donné, qui va se substituer à une énergie qui aujourd'hui rapporte des taxes. Vous voyez que c'est compliqué, le système. Voilà, je vous fais... Plus la TVA sur les taxes. Oui, en plus. Donc, à un moment donné, c'est quand même se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que, si on a envie, on peut faire des choses. Bertrand.
Le premier axe qu'on travaille donc ensemble, EDF et nous c'est ports de Normandie, c'est les ports de Cherbourg, de Caen et de Dieppe. Je le précise parce que le nom est un peu plus global que ça. Mais donc le premier axe qu'on travaille, c'est la question du raccordement électrique des navires à quai, parce que si le transport maritime est reconnu comme un transport relativement correct sur son bilan, efficacité et impact environnemental, du fait de la massification notamment, ça n'en demeure pas moins un mode de transport qui pollue et qui pollue l'air par des émissions de gaz, des NOx, des SOx et des particules fines sur les moteurs marins ne sont pas forcément les moteurs les plus vertueux sur le plan environnemental. Ça conduit les armateurs à imaginer des modes de carburation alternatifs, on va y revenir. Et puis ça conduit aussi le législatif a commencé à réfléchir à des réglementations pour contraindre ces armateurs qui polluent, pour améliorer les bilans du point de vue des émissions de gaz et de particules fines, et aussi parfois pour réduire le bruit, puisque vous avez certains sites portuaires qui sont proches de centre-ville et que la nuisance sonore peut aussi être un problème dans certaines configurations. L'Europe réfléchit à un paquet réglementaire qui s'appelle le Fit for 55, qui va contraindre les armateurs à avoir la neutralité carbone à un horizon prochain, enfin dans quelques années. Et donc on est en train de travailler sur l'ensemble des ports à la question du raccordement électrique des navires à quai, parce qu'effectivement c'est le volant le plus facile pour intervenir sur la qualité de l'air dans l'environnement portuaire. Donc l'étude qu'on a en partenariat avec EDF va consister à faire un état des lieux, d'abord de la flotte qui fréquente nos ports, et puis ensuite un inventaire, une étude de faisabilité technique en fait, un inventaire des techniques disponibles. Il n'y a rien à inventer, tout existe sur le marché. Par contre, et Alban l'a redit tout à l'heure, c'est des transformations, des mutations qui nécessitent des modes de financement particuliers et de l'aide si possible. Et donc on a aussi besoin d'EDF pour ça. Et puis ensuite on mettra en œuvre, alors c'est la question du raccordement électrique des navires à quai ne dépend pas que de nous. Nous, on peut offrir du courant. Si les compagnies ne se branchent pas sur les prises de courant qu'on offre, ça ne servira à rien. Donc il y a tout un travail partenarial à mener avec les compagnies maritimes sur les ports comme les nôtres qui s'adressent régulièrement aux mêmes compagnies. On a des lignes transmanche avec l'Angleterre et avec l'Irlande. Donc il y a une certaine régularité des lignes, ce qui est un petit peu plus facile à travailler puisque nos interlocuteurs sont toujours les mêmes. Les navires sont toujours les mêmes. Ils sont même toujours au même endroit à la même heure. Donc il y a une certaine prévisibilité qui est intéressante, quoi. Et puis également, il faudra qu'on travaille avec les ports d'en face, puisque... C'est bon. Il faudra qu'on travaille avec les ports d'en face, puisque pour la compagnie maritime, si elle ne se branche que d'un côté de la ligne transmanche, ça n'est qu'à moitié intéressant. Et donc on a ce complément à faire de l'autre côté de la... Apparemment. Si. Ouais. Parfait. Voilà pour l'axe 1. L'axe 1. L'axe 2, ça concernait la production d'ENR in situ sur les ports. Alors comme en Normandie, on a beaucoup plus de soleil qu'en nord de la France, il y a quand même une capacité à avoir des retours sur investissement intéressants. Tout à l'heure, Hubert de Jean de la Bâtie, dans son introduction, parlait de 150 hectares sur le port du Havre. Bon, sur un calcul de coin de table, c'est à peu près l'équivalent de 100 000 personnes en alimentation quand ça produit sur une année, ce qui est pas mal. Ça, on voit bien que tout à l'heure j'ai un peu taquiné sur les énergies, mais moi je suis défenseur des énergies solaires parce que c'est les plus faciles à mettre en œuvre, ça peut intéresser des petites et moyennes entreprises, c'est très facile à installer, le retour investissement est à peu près sur 9 ans pour la Normandie. Avec le coût de l'augmentation des énergies actuelles, on serait même peut-être bien en deçà. Le seul problème du solaire que j'y vois aujourd'hui, c'est qu'ils sont achetés bien sûr en Chine. Et donc, il est subventionné par des taxes, de nos taxes à nous, nos impôts, pour faire travailler des Chinois. Donc, on prend conscience d'un certain nombre de choses aujourd'hui. On voit que
dans le cadre de l'industrialisation de l'Europe et de son indépendance énergétique, c'est un sujet comme les batteries. On a été capable de le faire il y a très peu de temps, puisqu'on va faire des gros hubs de batteries. On fera la même chose sur des panneaux solaires. Ensuite, l'idée, c'est de regarder comment est-ce qu'on mutualise la production locale sur un port. On peut être sur de l'autoconsommation, de la consommation partagée, de la revente totale. Donc il y a des solutions. Tout à l'heure, on parlait du parc solaire de Deauville. On est capable aujourd'hui de mettre en place des systèmes qui permettent une rentabilité pas loin d'1 million d'euros pour à peu près 50 hectares. Donc je ne sais pas si vous voyez sur une année. Donc c'est quand même assez considérable. Le stockage et le système de management de l'énergie, c'est de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement stocker un certain nombre d'énergies qui seraient produites ou de la revendre. Et puis c'est tout ce qui concerne les usages en termes de décarbonation de la zone industrielle, que ce soit des usages liés à soit l'électrique ou soit à terme sur l'hydrogène. Voilà. Et justement, la transition est toute faite pour parler d'hydrogène, sachant qu'à chaque fois, il faut identifier le potentiel au sol et les toitures. Et vous avez raison, il y a des toitures qui ne sont pas adaptées. Et si on les utilise et qu'elles ne sont pas dimensionnées, forcément, la charge n'est pas supportée. Voire même si on perce des trous, c'est pas bon, ça prend l'eau. Hein. Mais bon, il faut avoir affaire à des bons professionnels. Sachant que vous savez que la législation a beaucoup changé aujourd'hui. Pour tout bâtiment nouvellement construit de plus de 1000 mètres carrés, il y a une obligation de mettre un tiers de toiture dessus en solaire ou de verdure. Après, c'est au choix. Donc, il y a un système très incitatif. Et dernièrement, on a fait un devis pour Alpine, l'usine Alpine, pour mettre des ombrières sur 8000 mètres carrés. Pour que ça ne leur coûte rien, avec un retour sur investissement, même en Normandie, et donc c'est faisable. Donc ça veut dire que pour des ports comme celui du Havre ou d'autres, et pour les ports de Normandie dont on parle, on est capable, EDF, mais aussi bien d'autres, ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, on fait un partenariat avec EDF, mais d'autres entreprises sont capables de le faire. Il y a à peu près une vingtaine d'entreprises en Normandie qui font du solaire et qui sont très compétentes. Je crois que c'est à toi. C'est à moi. Donc, je pense que parmi les ports, il faut peut-être distinguer ceux qui aujourd'hui sont très impliqués sur les filières énergétiques et principalement fossiles aujourd'hui des autres. Nous, on fait plutôt partie des autres. On n'a pas d'importation de pétrole, on n'a pas d'importation de gaz, on n'a pas d'importation de charbon. On n'est pas impliqué vraiment sur la stratégie énergétique. C'est d'ailleurs pour ça sans doute que l'État a décentralisé ces ports secondaires et à conserver, en les transformant en grands ports maritimes, ceux qui faisaient de l'énergie. Bon, nous, on n'en fait pas. Pour autant, Alban l'a rappelé, on a des terre-pleins, on a certains trafics qui sont compatibles avec des aménagements tels qu'Alban l'a mentionné. Donc, par exemple, on fait des trafics transmanche qui nécessitent des grandes zones de parking, des grandes zones d'attente de passagers, qui peuvent être équipés d'ombrières, par exemple, qui produisent de l'énergie par le soleil. On a des sites qui sont exposés au vent. Alors, on l'évoquait avec certains d'entre vous, c'est pas si simple d'implanter une éolienne sur un port, parce que faut que ça s'avère quand même compatible avec l'environnement proche, et notamment des stockages au pied d'une éolienne sont forcément contraints par la présence de l'éolienne, du fait de certains risques générés par l'éolienne. Donc il y a des marchandises compatibles sans doute, des marchandises qui le sont moins. Les ports arrivent à s'équiper aussi parfois sur des ouvrages de protection, donc des digues typiquement au large, ou des digues qui protègent vraiment l'entrée sur le port. Vous verrez dans certains ports des digues équipées de production éolienne. L'hydrolien n'a pas encore tellement fait son trou dans le paysage énergétique, mais ça viendra peut-être, et le port de Cherbourg est très très proche d'un site énergétique majeur à l'échelle européenne. Alors le port ne va pas être directement connecté au site, mais une fois que la dynamique est enclenchée, on peut imaginer bénéficier de petites hydroliennes réparties intelligemment dans un port où il y a un peu de courant, et c'est le cas de Cherbourg. Donc il y a plusieurs façons d'imaginer le port comme acteur de l'énergie, même s'il ne l'est pas aujourd'hui. C'est vrai que c'est pour nous assez difficile de nous projeter dans cette filière hydrogène, n'étant pas impliqués aujourd'hui, quoi. Donc on sent bien que nos clients armateurs
commence à nous questionner sur les carburants alternatifs. Donc un ferry qui sort aujourd'hui d'un chantier n'est plus tout gasoil, enfin tout carburant fossile. Il peut être encore GNL. Il y a beaucoup d'armateurs qui sont sur cette énergie un peu de transition GNL parce qu'effectivement elle est plus intéressante sur le plan des émissions de gaz NOx, alors SOx a fortiori, mais NOx et puis particules fines. Mais ça n'est qu'une énergie de transition. Et puis il commence à réfléchir à des solutions carburation hydrogène, ammoniac, et les armateurs ne sont pas forcément encore bien calés sur le modèle qui leur permettra de faire face à leurs besoins demain, quoi. Donc on essaye d'être en veille par rapport à ça. Et puis on va en reparler, je crois, sur la diapo d'après. Il y a toutes les questions d'autoconsommation. Je pense qu'on peut, voilà, effectivement, les ports ont des besoins énergétiques pour fonctionner. Il y a des engins portuaires, il y a des outillages portuaires qui consomment de l'énergie. Dans certains ports, des équipements de pompage pour maintenir certains bassins à un certain niveau. Enfin, globalement, la facture énergétique d'un port est souvent assez lourde. Nous, on a beaucoup d'ouvrages mobiles, par exemple, de ponts. Tout ça est électrique, hein, donc on a effectivement forcément une facture d'électricité assez élevée. Donc arriver localement à pas forcément tendre vers un équilibre parfait, mais à améliorer le bilan portuaire, ça intéresse beaucoup nos élus. Aussi pour développer un peu une dynamique industrielle autour de l'hydrogène et donc implanter des démonstrateurs, implanter des prototypes. On a beaucoup d'approches et de contacts là-dessus, comme les autres ports, enfin, ni plus ni moins, quoi. Donc le dernier, l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut financer et accompagner ce type de développement. Juste, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle d'hydrogène, avant de développer ce sujet-là, aujourd'hui, quand vous utilisez l'hydrogène, 99% est de l'hydrogène carboné, issu du process pétrolier. Aujourd'hui, on a à peu près 1,5 euro du kilo. Quand on est sur de l'électrolyse, on va se rapprocher plutôt de 4,5 euros. L'avantage de l'énergie, ce sont que des grandeurs physiques et c'est que des maths. Donc, il n'y a pas d'interprétation. C'est une fois qu'on a posé le problème, on sait où on en est. Et puis, on sait si ça doit être subventionné ou pas. Donc, l'hydrogène, aujourd'hui, dans le domaine de l'industrie, c'est compliqué parce qu'on va comparer quelque chose qui est beaucoup plus cher. Puisque si on fait de l'électrolyse, c'est 85%, c'est le coût de l'électricité qui va permettre de fabriquer l'hydrogène. Par contre, si on se projette sur la mobilité et qu'on compare ça par rapport à 1 litre d'essence, par rapport à 1 kg d'hydrogène, là, vous êtes pratiquement presque à l'équilibre, puisque vous avez à peu près, une fois qu'il sera compressé, vous serez aux environs de 7 à 8 euros du kilo d'hydrogène. Et de l'autre côté, par rapport à la distance parcourue de la masse, vous aurez un delta à peu près de 15 à 20% en plus. Ouais, c'est important de poser les problèmes le plus simple possible, moyennant à un moment donné l'aide de cette nouvelle technologie, parce qu'on sait faire, par rapport au petit exemple que je vous ai donné, vous savez, sur les taxes du pétrole, et puis qu'on développe les usages associés, c'est-à-dire des bateaux, peut-être au départ des petits et tout, et aussi des bus et des camions, hein. On est capable de prendre une indépendance énergétique liée au pétrole, liée à la grosse mobilité. Techniquement, c'est facile à faire. C'est juste une décision, une conviction politique. Voilà. Et donc, pour finir sur le dernier transparent, oui, je voulais quand même finir sur le solaire aussi, parce que les chiffres, c'est toujours important. Aujourd'hui, il y a une obligation de rachat quand vous êtes en autoconsommation, en production, en fonction du mètre carré que vous avez posé. Vous êtes à peu près à 10 centimes, je vous le fais simple, hein, à 10 centimes du kilowattheure de rachat. Quand vous achetez l'électricité en tant que particulier, vous êtes à peu près à 15-16 centimes. Donc ça veut dire que vous produisez à peu près à 10 ou vous revendez à peu près à 10. Ça veut dire que c'est moins cher que ce que vous aurez acheté. Et sachant que le prix de marché, avant qu'il s'envole, était à 5-6. Ça veut dire qu'on vous le rachète 2 fois plus cher que le prix de marché quand ce qu'il était il y a 3-4 mois.
Bon, après, je ne sais pas ce qui sera dans 3-4 mois, mais c'est pour vous montrer simplement que on vient de parler de l'hydrogène, on n'est pas loin de l'équilibre. Je viens de vous parler du solaire, on est plus qu'à l'équilibre. Voilà. Si vous voulez être autonome dans vos activités. Et après, autant concernant les grands ports français, Le Havre, Marseille, Dunkerque, vous avez eu un certain nombre de fléchages sur le plan de relance avec un certain nombre de moyens financiers non négligeables. Ce qui est totalement injuste hein, pour les autres. Et les ports aussi dynamiques, mais certes un peu plus modestes en taille, n'ont pas cet avantage. Et bon, l'avantage de s'associer avec un grand groupe, alors là en l'occurrence c'est EDF, c'est qu'on a une cellule auprès de Bruxelles et puis des spécialistes qui permettent de voir comment est-ce qu'on peut aider à mettre en place un certain nombre de financements, que ce soit des financements européens ou sur le plan de relance français, et ainsi de suite. Voilà, d'où l'intérêt de pouvoir travailler ensemble. Alors c'est un partenariat, et puis après, bien sûr, il y a des appels d'offres, et puis on aura aimé travailler ensemble et peut-être plus loin. Oui, et la hauteur du financement par le plan de relance est proportionnée aussi aux enjeux pour les grands ports que tu as mentionnés, puisque ces grands ports sont beaucoup plus dépendants des trafics énergétiques que nous le sommes. Moi, ça fait longtemps que je ne travaille plus dans un grand port maritime, mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était encore 80% des trafics étaient énergétiques sur les grands ports maritimes. Donc, avec une disparition annoncée des carburants fossiles, il y a forcément une reconversion profonde à envisager. Donc, les 175 millions sont peut-être pas suffisants. Pour vous donner un exemple, quand on a réhabilité l'ancienne base militaire à Vernon, qui est sur les Hauts-de-Vernon, il y avait un projet qui était réalisé sur de l'autoconsommation de pavillons, un projet Interreg. Donc c'était un projet d'1 million d'euros. On a été capable de dégager 500 000 euros. Juste pour vous donner un exemple, quand on est sur à peu près la moitié de l'investissement, bon, ça commence à causer. Voilà, on peut faire des trucs. Voilà. Merci. Si vous avez des questions sur l'énergie, pas de problème. Vous avez parlé de l'hydrogène dans le cas des bus, dans le cas des taxis et tout ça, mais pour les particuliers, il y a un problème, c'est que le coût des stations-service est très très important, beaucoup plus important que pour l'essence. Pour construire la station-service ? Ouais. Quand vous dites particulier pour des stockage. Enfin, en fin de compte, quand vous dites particulier, c'est-à-dire une entreprise indépendante qui veut. Non, moi, dans une station-service sur la SAPN. Si vous êtes en tant que client et que vous avez une voiture, moi je vous conseille de prendre une voiture électrique, puisque l'hydrogène est plutôt fait pour déplacer des masses lourdes. Donc moi je ne suis pas là pour faire de la politique et de la propagande. Je vous donne juste les choses les plus factuelles possibles. Donc aujourd'hui, économiquement, ce qui est le plus rentable, c'est d'avoir une voiture électrique si vous voulez avoir zéro impact carbone. Enfin, encore que, parce que vous avez de l'impact carbone. Mais en tout cas, donc, vous avez une voiture électrique en tant que particulier. Si vous voulez déplacer des masses lourdes, des camions poubelles, des bus, des camions tout simples, des trains, des bateaux, l'hydrogène est adapté. Voilà. C'est tout. Après, il y a un projet qui vous sera exposé demain. Dunkerque-Le Havre, une voiture électrique, c'est pas très commode. Oui, maintenant, avec les capacités de recharge rapide, finalement, si on fait une petite pause pour prendre un café, à condition qu'il y ait suffisamment de bornes. C'est un changement de modèle, hein, très clairement. Moi, je fais 70 000 km par an, c'est pas très bien, c'est pas vertueux, hein, c'est mon métier qui voilà, donc j'essaye de me mettre un peu au télétravail. Et j'aimerais bien aussi avoir une voiture électrique et je changerai aussi de modèle. Après, bon, une voiture électrique en Allemagne, ça n'a pas de sens. Hein. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, après je m'arrêterai là, puisque vous m'avez relancé sur le sujet. Par exemple, vous avez un modèle allemand qui a 2 fois la puissance installée en solaire et en éolien du parc nucléaire français. Donc c'est considérable. Hein. 2 fois la puissance installée. Mais puissance installée, c'est pas la puissance produite. Enfin, c'est pas l'énergie produite, pardon. Et donc, avec ça, à consommation à peu près identique, ils sont à 23% en moyenne chaque année de consommation liée aux énergies renouvelables.
sachant que quel que soit le pays industrialisé, il a besoin d'avoir une base. Voilà, parce que ça peut marcher que comme ça. Après, on pourrait disserter sur le sujet. Mais donc, ça veut dire qu'il faut soit du gaz, soit du charbon, soit du pétrole, et puis après, un certain nombre d'énergies renouvelables. En France, bon, le choix qui a été fait par le président de la République, qui a été encore réaffirmé il y a peu de temps, bon, c'est plutôt du nucléaire. Mais ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup d'énergie renouvelable pour pouvoir, à un moment donné, avoir une puissance satisfaisante. Donc si vous voulez avoir des ordres de grandeur, c'est pas compliqué. Il faut des éoliennes offshore, il faut 3 fois plus de puissance installée par rapport à une énergie de base. Si vous êtes sur des éoliennes terrestres, à peu près 4 fois plus. Et si vous êtes sur du solaire, dans le sud de la France, 6. Et dans le haut de la France, surtout à Dunkerque, 7. Voilà. Après, derrière, c'est que des maths, hein, donc c'est pas, voilà, c'est facile.